Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'ai enfin une nouveauté Nikon à vous proposer, le 24-200 série Z. Ça fait des semaines que je l'ai commandé, il est enfin arrivé. J'ai pu le comparer à certains de mes objectifs fétiches et on va voir ensemble ce que cela donne. Allez, c'est parti pour le test. Alors passons tout de suite à la finition. C'est un objectif qui n'a pas à rougir face à d'autres références plus chères. C'est du plastique certes, mais de qualité. Il n'y a pas de jeu constaté. Alors le fût de l'objectif s'allonge lorsqu'on passe de la focale 24 mm à la focale 200. Bon, dans la pratique, ce n'est pas très gênant. Petit inconvénient quand même, il n'y a pas de touche de débrayage de l'AF, de l'autofocus. Il y a juste un lock pour bloquer justement cet allongement du fût, pour éviter que lorsque vous le transportez en bandoulière par exemple, l'objectif s'allonge et puisse ainsi se fragiliser. Donc là on peut le bloquer. Mais contrairement par exemple au 24-70 f4 de la série Z et d'autres objectifs de la série Z, là il y a bien une touche où on peut débrayer l'AF. Sur celui-ci, ce n'est pas le cas. Donc il va déjà falloir aller chercher dans les menus lorsque vous voulez faire une mise au point manuelle. Ce n'est pas toujours le plus pratique et le plus rapide. Alors encore une petite critique, après cette fameuse touche AF absente. Comme tous les objectifs de la série Z, on a une très large bague pour changer de focale, en tout cas pour tous les zooms. Par contre, la bague de mise au point est minuscule, vraiment très très petite. Alors je sais que pour 98 ou 99% des utilisateurs, ça n'aura aucune espèce d'importance, puisqu'on fait très souvent confiance aux automatismes du boîtier et à l'AF. Peut-être pas toujours à bon escient, vous allez voir qu'on aura des exemples dans ce test qui nous prouvent le contraire. Et du coup, lorsqu'on veut faire une mise au point manuelle, je trouve vraiment cette bague petite. Alors puisqu'on en est aux critiques, j'aurais aimé bien sûr une ouverture un petit peu plus grande. 6.3, c'est quand même relativement fermé, même pour un transstandard. Par exemple, le 28-300 fermé à 5.6, c'était quand même déjà un petit peu mieux. Alors sans aller sur du 2.8, comme le 70-200, puisque là on serait plus du tout dans la même compacité, dans le même poids. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si une ouverture un petit peu plus grande ne serait pas préférable sur ce type d'objectif? Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas opticien, je ne sais pas si on sait faire un objectif aussi compact et aussi léger, je le répète, 623 grammes, avec une ouverture plus grande. C'est peut-être impossible. Autre chose importante, il a une résistance à l'humidité, aux projections d'eau et aux poussières. Dixit Nikon, je n'ai pas testé, je n'ai pas envie d'abîmer tout de suite mon objectif, mais on peut leur faire confiance. Généralement, c'est assez valable et on a aussi une certaine tranquillité d'esprit parce que c'est un objectif de baroud. En tout cas pour moi, je l'ai acheté pour ça. C'est celui qui va remplacer le 28-300 qui m'a servi dans plein de conditions différentes, en particulier en reportage en sport, en montagne, en VTT. J'ai souvent le boîtier et l'objectif sous une veste accroché et je le ressors assez facilement et j'ai bien l'intention d'utiliser le 24-200 de la même façon. Donc, et alors, chose importante, on y gagne à la fois un petit peu en encombrement, comme vous le voyez sur ces images, mais on y gagne aussi en poids, puisque le 24-200 pèse 623 grammes avec ces deux bouchons d'objectif, à l'avant et à l'arrière, et dans les mêmes conditions, le 28-300 pèse 863 grammes. Alors on va tout de suite examiner un petit peu les qualités optiques de cet objectif, et pour cela, on va le comparer aux références que j'avais évoquées précédemment, le 28-300, le 24-70, le 70-200, mais aussi le 200-500, puisque le 200-500 à 200 mm a des qualités qui sont indéniables. Allez, on regarde tout ça ensemble. Allez, on attaque, il faut bien attaquer par un bout, avec les transstandards, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Donc là, les deux images sont à 24 mm. À gauche, j'ai le 24-200 à la pleine ouverture, à f4. Et à droite, j'ai le même objectif, donc à la même focale, 24 mm, mais ce coup-ci à l'ouverture 5.6.
Alors, les deux images sont rigoureusement identiques, en tout cas sur ce cadrage-là, à cette dimension-là. Il faut vraiment cropper dans l'image, aller au plus près pour voir des différences. Voilà, donc là au centre c'est très très proche, on a une légère amélioration à l'ouverture 5.6, c'est un tout petit peu plus détaillé, un petit peu plus précis, mais ça reste vraiment à la marge. Si on va dans les angles, on s'aperçoit que là aussi, on a quelque chose qui reste très très proche. Là aussi, une petite différence. À 5,6, c'est un chouïa meilleur, mais on est vraiment sur des pouillèmes et à la marge. Ça ne se verra absolument pas sur des tirages, même des grands tirages jusqu'à A2. Alors je vous passe toutes les ouvertures intermédiaires. On va tout de suite aller sur la meilleure ouverture F8 à droite et je reste sur la pleine ouverture F4 à gauche. Si on croppe, on s'aperçoit que c'est quand même deux images qui sont très proches l'une de l'autre. Il y a légèrement mieux sur l'ouverture F8 que sur l'ouverture F4. Si on se déplace dans les angles, là on va aller dans le bord gauche supérieur. Là aussi, pareil, on a un tout petit poil de contraste un peu meilleur, mais vraiment, franchement, c'est à la marge. Vous n'aurez pas de souci de qualité d'image, quelle que soit l'ouverture avec cet objectif. Allez, on change de focale, on est ce coup-ci à 28 mm, toujours à la pleine ouverture modeste à 4.5 à gauche, et l'ouverture la meilleure, f8 à droite. Allez, on croppe tout de suite dans l'image et on s'aperçoit que c'est très proche, véritablement. À 24 mm, il y avait une petite différence. À 28, déjà, ça s'estompe et vous verrez qu'à partir de 35 mm, il n'y en a plus. La pleine ouverture est aussi bonne que la meilleure ouverture. C'est une constante d'ailleurs sur les zooms de la série Z que j'ai pu mesurer avec cette constante de qualité, quelle que soit l'ouverture. Et si je me déplace dans les bords, on retrouve stricto sensu exactement la même chose que tout à l'heure, à savoir un tout petit peu meilleur sur la meilleure ouverture, à f8. Il y a un tout petit poil de contraste, de définition par rapport à la pleine ouverture, mais ça reste vraiment extrêmement minime et ça ne vous gênera pas, y compris dans des tirages assez importants. Allez, on passe à 35 mm, donc là à gauche la pleine ouverture, 4.8, et à droite la meilleure ouverture, f8. On va cropper tout de suite pour s'apercevoir eh bien, ce que je vous disais déjà tout à l'heure, à savoir que la meilleure ouverture équivaut à la pleine ouverture. On n'a pas de différence de qualité à partir de 35 mm, c'est vraiment quelque chose qui est constant. Là, je me déplace à l'extrême coin droite en bas. Et vous allez voir que, comme au centre, il n'y a pas de différence notable. Vraiment, même en agrandissant fortement l'image, on reste sur quelque chose qui est identique. Vous ne serez pas gêné par l'ouverture à partir de 35 mm sur cet objectif. Allez, on passe à la focale 70 mm. Et on s'aperçoit la même chose que précédemment. Hein. Donc meilleure ouverture à droite F8, F6 c'est la pleine ouverture à 70 mm à gauche. Si je croppe au centre, il n'y a absolument aucune différence. Et vous allez voir que si je vais dans l'angle inférieur droit, là aussi c'est pratiquement identique. Pour les plus pinailleurs, on va avoir un tout petit peu moins de contraste et de définition à la pleine ouverture plutôt qu'à f8, mais c'est vraiment à la marge. Et pour finir cette première analyse, on est à 200 mm avec le 24-200, à la pleine ouverture modeste relative à 6.3 à gauche et à la meilleure ouverture f8 à droite. Alors on croppe tout de suite dans l'image pour s'apercevoir que là aussi, pas de différence. C'est vraiment aussi bon d'un côté que de l'autre, comme précédemment à toutes les focales à partir de 35 mm. Déplaçons-nous sur le coin extrême gauche pour s'apercevoir que c'est identique. Donc 6.3 d'ouverture ou 8, c'est pareil, comme sur les autres focales à partir de 35 mm. Mais alors qu'en est-il si on compare ce 24-200 à d'autres objectifs ? Dans ce premier exemple, j'ai utilisé le 24-70 f4 de la série Z. Il est à droite, il est à 24 mm et il est à pleine ouverture f4. Le 24-200 est à gauche, également à pleine ouverture qui est identique f4. Croppons tout de suite dans l'image pour nous apercevoir que le 24-200 est un chouïa moins bon que le 24-70.
24 mm, c'est vraiment la focale la plus faible. Elle n'est pas mauvaise, loin de là, mais à pleine ouverture f4 et à 24 mm, le 24-200 est un tout petit poil moins bon que le 24-70. Ça se confirme également dans les angles, on le voit, c'est un petit peu moins bon. Ça reste quand même très limité et ça ne vous gênera que très rarement, sauf peut-être dans de très grands paysages, avec un format vraiment d'impression très forte. On le voit là par exemple sur le pylône du télésiège, sur le 24-70, il est un petit peu plus défini, un peu plus précis que sur le 24-200. Qu'en est-il maintenant à la meilleure ouverture pour ces deux objectifs, hein? Donc le 24-200 à gauche à 24 mm et à f8, et à droite le 24-70 toujours à 24 mm et à f8 également. Les deux images représentent vraiment de grandes similitudes. On va cropper immédiatement pour s'apercevoir que là aussi, au centre, il n'y a pas de différence discernable à l'œil nu. Dans le coin inférieur droit, même chose, peut-être un très léger meilleur micro-contraste sur le 24-70, ça reste quand même vraiment à la marge, ça ne vous gênera pas. Là aussi, les deux objectifs font pratiquement jeu égal. Alors pour ce nouvel exemple, j'ai choisi d'opposer les deux rivaux, en tout cas chez moi, le 24-200 série Z à gauche et le 28-300 donc F à droite. Pour l'instant, nous sommes donc à 28 mm et la pleine ouverture, et on s'aperçoit qu'il y a quand même une différence un petit peu plus notable que les différents exemples précédents. Vous voyez que donc à 3.5, c'est la plus grande ouverture du 28-300. C'est quand même moins défini, c'est un petit peu plus flou, il y a moins de contraste, moins de précision que le 24-200 à 28 mm et à sa pleine ouverture qui, elle, est à 4, je le répète. Alors si on se déplace dans les angles, comme tout à l'heure, même constat, c'est même encore un petit peu plus marqué, le 28-300 est un peu plus à la peine. Alors attention, il n'est pas mauvais, hein, c'est simplement qu'il est un peu moins bon que le 24-200. Mais alors qu'en est-il de ces deux objectifs si on les place à leur meilleure ouverture, à savoir f8? Toujours le 24-200 à gauche, le 28-300 à droite, toujours à 28 mm, et donc à l'ouverture f8 pour les deux objectifs. Les deux images sont assez semblables avec une petite colorimétrie un peu plus chaude sur le 28-300, mais pour ce qui est de la définition du micro-contraste, Lancet se débrouille très bien. Je dirais qu'il fait au moins un jeu égal. Je me demande même si c'est pas un tout petit poil supérieur. Voyons voir dans les angles. Et bien là aussi, à ma plus grande surprise, le 28-300 tire formidablement bien son épingle du jeu et fait jeu égal avec le 24-200. Donc à f8, pas de problème, le 28-300 reste au top. Alors je ne vais pas vous faire toutes les focales et toutes les ouvertures, ça serait assez fastidieux. Là on est à 70 mm avec le 24-200 à gauche et le 28-300 à droite. Les deux sont à f8 et on retrouve des caractéristiques très semblables. D'ailleurs, ça sera valable à toutes les focales. À la pleine ouverture, le 28-300 est inférieur, ça c'est sûr. Par contre, dès qu'on ferme à f8, il fait jeu égal avec le 24-200. Vous voyez, si on croppe dans l'image, donc on a les deux objectifs qui sont pratiquement identiques. Peut-être un tout petit peu plus de micro-contraste pour le 28-300 à droite que le 24-200, mais c'est vraiment pinaillé. Non, les deux objectifs sont strictement identiques. Il n'y a qu'à la pleine ouverture où le 28-300 peine par rapport au 24-200. Vous voyez, si je me déplace dans les angles, là aussi, on a vraiment quelque chose qui est très proche. Encore ce micro-contraste sur le 28-300 qui peut faire un peu la différence à certains moments. Allez, je change d'objectif une nouvelle fois, toujours à 200 mm. À gauche, le 24-200 série Z à 6.3, à sa pleine ouverture. Et à droite, le Challenger, c'est le 70-200 2.8 VR2. Donc un bel objectif, et lui aussi, il est à 6.3 d'ouverture. Alors on croppe dans l'image pour s'apercevoir, avec quand même une petite surprise, que les deux images sont très proches l'une de l'autre. Peut-être un tout petit peu de micro-contraste supérieur sur le 70
200 2.8, mais franchement, c'est vraiment extrêmement ténu comme différence. Alors si on se déplace dans le coin inférieur droit, on s'aperçoit là aussi, avec quand même surprise, que le 24-200 fait jeu égal avec le 70-200. Il y a quand même un ratio de 1 à 3 au niveau du prix, hein, de 1000 à 2700 euros à peu près. Donc ça fait quand même une vraie surprise de voir ce 24-200Z faire jeu égal avec un objectif quand même qualitatif et professionnel 2.8. À cette ouverture 6.3, on a deux images qui sont très proches l'une de l'autre. Alors continuons dans les petites surprises de ce test, puisque j'ai changé d'objectif et le Challenger à droite c'est le 200-500, il est à 200 mm, à 6.3 d'ouverture, et à gauche toujours le 24-200 à la pleine ouverture 6.3 également. Alors croupons tout de suite dans l'image pour nous apercevoir que ce 200-500 se défend plus que bien. Pour moi, il est même meilleur. C'est le meilleur de mes objectifs à 200 mm et à cette ouverture. Beaucoup de contraste, beaucoup de définition. C'est vraiment excellent. Et c'est même supérieur au 70-200 de 8 que l'on a vu précédemment. Et également supérieur au 24-200 à cette ouverture 6.3. Alors j'ai quand même été un peu surpris par le résultat précédent. Voir ce 70-200 de 8 VR2, objectif quand même réputé, cher, se retrouver un petit peu en dessous des deux autres. Donc j'ai refait une image avec un lointain, le Mont Blanc en l'occurrence, au lever de soleil. Et donc à gauche nous avons le 24-200, toujours à 200 mm et à la meilleure ouverture, f8. Et à droite, le Challenger, le 70-200 VR2, et qui là est également ouvert à f8, donc à sa meilleure ouverture. Eh bien, si on croppe dans l'image, on retrouve la même chose, à savoir que pour moi, le 24-200 est un poil meilleur. On a vraiment un petit contraste très agréable, une définition qui est très très bonne, très légèrement supérieure. Alors c'est à la marge, hein, on est vraiment sur des choses qui sont assez proches, mais si j'avais une préférence, ça serait sur le 24-200. Et pour être tout à fait sûr de moi, j'ai remplacé le 70-200 de l'image de droite par le 200-500. Et là aussi, les résultats que nous avons obtenus précédemment se confirment. Les deux images sont extrêmement proches. Dans les lointains, le 24-200 série Z fait vraiment merveille. Et son contraste et sa définition sont parfaits. Et si on croppe dans l'image, on a vraiment deux images qui sont de très haute tenue, toutes les deux, qui sont très proches. Peut-être un très léger micro-contraste supérieur sur le 200-500, mais vous voyez quand même que ces deux objectifs vous permettent de faire de très très belles images et sont supérieurs au 70-200 de 8. Alors pour compléter cette prise en main de ce 24-200, j'ai voulu m'intéresser à d'autres types de photos. Et là, en l'occurrence, au portrait. Alors pour une fois, j'ai changé un peu, j'ai pris un cheval comme modèle. Et avec le 24-200 à gauche, à 85 mm de focale, et à la pleine ouverture 6.3. À droite, le 28-300, pareil, à 85 mm à 6.3 d'ouverture. Bon, vous voyez que les deux images présentent de grandes similitudes. Mais pour le portrait, c'est bien connu, l'objectif de prédilection, c'est le 85 mm. Donc là, j'ai choisi le 85 1.8 série F. Et il est ouvert à 6.3, comme le 24-200 à gauche. Bon, on a des choses qui sont extrêmement similaires. C'est quand même rassurant de s'apercevoir qu'on peut faire à peu près le même type d'image. Alors, bien évidemment, ce qui change énormément avec un 85 1.8, eh bien voilà, c'est ça. C'est quand on le passe à 1.8 justement d'ouverture, on a un bokeh, c'est le fondu d'arrière-plan qui est quand même beaucoup plus prononcé, qui amène un premier plan, le sujet en l'occurrence, qui se détache beaucoup plus, et ça c'est assez sympa. Ceci étant, je trouve que 1.8 pour un portrait de cheval, c'est un petit peu trop. Vous voyez, j'ai un peu de mal avec la progressivité du flou d'arrière-plan, et là je suis passé à 2.2, pour moi c'est déjà mieux.
Et je pense même qu'en allant jusqu'à 2.8, ce qui est le cas là, c'est mon ouverture préférée pour le 85 mm pour le portrait de cheval. Entendons-nous, hein, pour les humains, c'est un peu différent. Bref, en tout cas, on a vraiment une différence assez notable entre les deux objectifs liés à l'ouverture maxi qui est totalement différente. Pour ce qui est de la définition, non. Là, franchement, les deux objectifs font pratiquement jeu égal. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors, je me suis aussi posé la question de savoir si on ne pouvait pas arriver à faire un flou d'arrière-plan un peu plus marqué avec le 24-200, à condition de passer sur une focale de 200 mm. Et voilà, donc à gauche, le 24-200 à 200, à la pleine ouverture, 6.3. Vous voyez que l'arrière-plan est quand même déjà bien estompé. Mais par contre, il y a vraiment un truc qui ne colle pas pour le portrait à 200 mm, c'est la compression de la perspective. Vous voyez que le corps du cheval est beaucoup plus gros. Autant avec le 85 mm, on a quelque chose qui est harmonieux entre la tête du cheval et le corps. Autant à gauche, sur le 24-200 à 200, waouh, c'est quand même assez curieux. On a une tête très petite, un corps très gros. Enfin, pour moi, ça fait un peu bizarre. Bon, c'était juste une petite aparté pour vous dire que oui, on peut faire des arrière-plans un petit peu floutés en mettant à 200 mm sur du portrait. Ça peut fonctionner sur du portrait humain parce que là, on a beaucoup moins de profondeur de corps. Sur du cheval, franchement, ça fait vraiment très bizarre. Alors même si j'ai été bluffé par les qualités de ce 24-200, hein, il est vraiment excellent, il y a quand même des cas où une très grande ouverture, un 2.8 par exemple, ou encore plus grand, permet de mettre en valeur le sujet au premier plan. C'est particulièrement utile en photo sportive, ça reste presque même indispensable, et là on atteint les limites de ce transstandard. Alors je ne change pas de sujet, on ne va pas parler de jardinage et de haricots, mais bien d'une caractéristique fondamentale et extrêmement intéressante de cet objectif, la stabilisation interne. Alors il faut bien comprendre quand on teste un objectif, ou en particulier sur la stabilisation, on teste un couple d'un objectif plus un boîtier. En l'occurrence là c'est le Z6. Les deux stabilisations se combinent pour permettre vraiment des vitesses d'obturation extrêmement lentes. Là, je suis à 100 mm sur les deux images, à l'ouverture 6.3, et à gauche, bien évidemment, la stabilisation VR est activée, et à droite, elle ne l'est pas. Alors, il n'y a même pas besoin de cropper, hein. On voit tout de suite qu'il y a une image qui est nette et l'autre qui ne l'est pas. Pourtant, je ne bouge pas beaucoup d'habitude, mais là, c'est vraiment 100 mm à 1/6 de seconde. C'est extrêmement compliqué de ne pas faire de flou sans VR. Et avec VR, c'est magique. Vous allez voir, si on croppe dans l'image, eh bien, il y a une image qui est parfaitement nette, parfaitement exploitable, et puis l'autre qui est totalement floue. Et tout ça dans le plus grand silence. Et ça, c'est une nouveauté également. Les objectifs F que l'on utilise avec la bague FTZ font un raffut du diable. Ça n'arrête pas. Le VR fait beaucoup, beaucoup de bruit. Alors que là, sur les objectifs Z, il n'y a pas un bruit, c'est le silence total. C'est vraiment génial. Il nous reste un dernier gros chapitre à voir sur le test de ce 24-200Z, celui de l'autofocus. Alors, bien évidemment, pour l'autofocus, on teste un couple, le boîtier, en l'occurrence, je vous l'ai déjà précisé, le Z6 et l'objectif. Lorsqu'on est dans des conditions de lumière bonnes, avec un bon contraste, comme c'est le cas dans les images qui suivent, pas trop de soucis, à condition de choisir le bon mode. Vous allez voir que ça a vraiment son importance. En l'occurrence, là, j'ai donc choisi zone large, S, puisqu'il y a deux tailles en zone large, le S ou L, là c'est le S. Et vous voyez que le suivi est bon. On a même une tentative de suivi de l'œil ici qui est, pas forcément parfaite, mais qui permet d'avoir le sujet tout à fait net, hein, y compris sur la dernière image. Et d'un coup, paf, le sujet disparaît. Alors pourquoi le sujet disparaît? Non pas que j'ai raté ma cible, mais simplement le lag du viseur. Vous savez, le lag, c'est l'écran noir entre deux images. En rafale, il apparaît assez rapidement et il est extrêmement handicapant sur le sujet de proximité. Si le sujet est assez loin, on va dire que le déplacement angulaire permet de faire un petit peu le continu dans ces moments de noir du viseur.
quand le sujet est trop près, comme c'est le cas ici, c'est impossible de suivre. Donc cette belle rafale très rapide du Z6 et cet autofocus qui suit plutôt bien en bonne condition de lumière du 24-200 est inutilisable en rafale, je le répète, lié au lag, à l'écran noir du viseur. Alors le choix de la zone autofocus est extrêmement important. Les essais que j'ai pu faire en mode zone automatique sont vraiment pas bons, il faut être clair. J'ai des variations erratiques de la zone de mise au point que je n'arrive pas à m'expliquer. Vous voyez, là je fais un suivi du jeune qui est en train de faire de la trottinette dans un skatepark. Et donc là, on a un mode de zone automatique qui a bien suivi le sujet au départ, donc très bien. Et puis d'un coup, à partir de cette image-là, et puis surtout celle-ci, on a l'algorithme qui a décidé d'aller faire le point sur les arbres derrière. Avouez quand même que c'est assez curieux, on est vraiment dans un suivi de sujet, un suivi sportif. Pourquoi aller rechercher, alors qu'il y a un bon contraste, une belle lumière, aller chercher un arrière-plan sur des arbres, donc les photos sont inutilisables. Si c'est vraiment le bon moment, la belle action qu'il faut photographier, eh bien c'est dans les choux, ça ne marche pas. Et la reprise du point se fait lentement et trop tard, de toute façon. Alors j'ai obtenu les meilleurs résultats, et vraiment avec de la belle lumière et un bon contraste, très peu de déchets, en choisissant une zone donc large, S ou L, suivant la taille du sujet et la proximité à laquelle je me trouvais. Là on est en zone L. Vous voyez là il y a vraiment peu de déchets, les photos sont toutes nettes et il y a un très bon suivi. Alors la dernière possibilité de réglage au niveau de la zone AF, c'est le point sélectif, comme c'est le cas sur cette première image. Alors c'est très précis, ça fonctionne bien, c'est assez rapide. Malheureusement, c'est extrêmement limité, donc en sport, ça devient quand même très compliqué d'avoir quelque chose où on arrive à voir ce point tout à fait sur le sujet. Donc vous voyez, ben là c'est ce qui se passe et je perds le sujet, je perds la mise au point sur le sujet principal. Donc là aussi, c'est pas vraiment très utilisable en sport. Alors en conclusion, que dire? Eh bien d'abord que c'est un très bon objectif, très bien né, bien fini, délivrant des images de qualité, à toute ouverture et à toute focale, avec juste une petite baisse à 24 mm à pleine ouverture sur les bords, quand même assez limité. L'ouverture 6.3 n'est pas trop pénalisante, sauf en sport, où pour détacher le sujet au premier plan, l'arrière-plan est quand même un petit peu trop présent à mon goût. L'AF est bon, en lumière éclatante, c'est parfait, mais ça devient quand même plus mitigé en basse lumière. Mais là, je pense quand même que le boîtier intervient pour beaucoup, et le Z6, c'est quand même pas un foudre de guerre lorsque la lumière diminue. Il reste que c'est un objectif qui remplit parfaitement le rôle pour lequel il a été conçu, permet d'avoir un seul objectif dans de nombreuses situations de reportage, en balade familiale ou même en pro dans des conditions extrêmes. Il a pour lui un encombrement et un poids extrêmement contenus et une apparente solidité de bon aloi. Alors j'ai volontairement chanté la partie vidéo, ce film est déjà assez long. Si vous souhaitez un autre test sur cette partie plus spécifiquement, dites-le moi en commentaire et si j'arrive à m'armer de courage et à trouver un peu de temps, je m'y attellerai un de ces quatre. Merci à tous pour vos messages d'encouragement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, ça m'aide beaucoup. Encore une fois, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!